Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2880 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 4 avril avec des anniversaires et on peut voir celui du jeune anglais Harvey Elliott, le jeune joueur de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier soir, il y avait pas mal de rencontres. Tout d'abord en France, demi-finale de Coupe de France. Donc c'est la deuxième qui allait jouer contre lui en finale. C'est le Paris Saint-Germain avec le PSG s'est imposé. Lors de cette demi-finale, 1-0 contre le Stade Rennais. L'unique buteur du match, c'est l'inévitable Kylian Mbappé. Buteur juste avant la mi-temps. Donc parfait pour le PSG. Donc j'ai regardé le match, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain mérite pour moi sa victoire et sa qualification. Donc le Paris Saint-Germain, 70% de possession de balle, comme souvent le PSG a eu la possession du ballon lors de cette rencontre. 10 tirs, 6 tirs cadrés pour un but marqué. Il y a eu quand même 5 arrêts de Steve Mandanda, le gardien du Stade Rennais, qui a détourné un gros face-à-face avec Kylian Mbappé en tout début de match où ça a touché la barre transversale où le ballon est sorti. Il y a eu aussi un penalty qu'il a sorti à Mandanda, mais voilà, sur le but en plus qu'il prend, il ne peut rien parce qu'en gros c'est une frappe contrée. Il n'a vraiment pas de chance, c'est Mandanda. Donc voilà, ça fait les affaires bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc le Rennes, c'est seulement 2 tirs cadrés dans le match. Donc voilà, le PSG mérite sa victoire. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, costaud jusqu'au bout. Donc Kylian Mbappé qui a disputé l'intégralité de la rencontre, parce que on sait que les matchs importants, mais il joue le match entier. Après, regardez, lors du dernier match contre la Real Sociedad, le match en Ligue des Champions, le match retour, il avait joué le match entier. Mais les matchs de championnat où le championnat est quasiment plié, il joue plus les matchs entiers. La preuve avec le déplacement à Marseille, où il a joué 63 minutes il y a quelques jours. Mais là, pour ce match important, vu que c'était Rennes, c'était un match coup près, un match élimination directe, là, il a joué la rencontre entière, Kylian Mbappé. Donc il a inscrit hier son 39e but quand même de la saison, c'est fou. Et celui de la qualification. Donc en 39 matchs sous le maillot parisien. Donc le 25 mai prochain en finale, le PSG affrontera Lyon pour espérer décrocher un 15e trophée de la Coupe de France. On a remporté 14. C'est bien évidemment l'équipe la plus titrée dans l'histoire de la Coupe de France. Et là, ils vont potentiellement jouer une finale pour remporter leur 15e Coupe de France. On verra ça plus tard, bien sûr, au mois de mai, dans un mois et demi. Et on revient sur Kylian Mbappé. Ses statistiques en Coupe de France sont quand même incroyables. Il a joué 30 matchs dans sa carrière en Coupe de France. Il a inscrit 37 buts. Donc, voilà, c'est fou. Plus, on peut rajouter 14 passes décisives. Les stats sont monstrueuses pour Kylian Mbappé du côté de la Coupe de France. Et cette saison, toute compétition confondue, donc Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions, peu importe. C'est 40 matchs, 39 buts et 8 passes décisives pour Kylian Mbappé. Donc, comme d'habitude, c'est pour ça que c'est un très grand joueur, parce que saison après saison, il a des stats comme ça. C'est pas qu'une saison qu'il a des stats comme ça. Ça fait déjà depuis 5 ans, depuis qu'il arrive au PSG. Chaque saison, il a au moins plus de 39-40 buts. Donc là, il reste encore pas mal de matchs à jouer, au moins peut-être une dizaine de matchs. Tout dépend du parcours du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà. On peut penser qu'il peut peut-être atteindre la barre des 50 buts avec le PSG et l'équipe de France sur cette saison, on verra. Steve Mandanda, qu'on a parlé tout à l'heure, après le but inscrit par Kylian Mbappé, où j'ai dit où c'est une frappe contrée, il n'y peut rien. Pourtant, il a fait 2 gros arrêts avant, bien sûr, ce but. Donc, il était dégoûté, bien sûr, parce que voilà, c'est une frappe contrée pour les gardiens. C'est le pire. Et c'est vrai que Mbappé, parce que Mandanda, là, n'a rien pu faire, mais Mandanda a été héroïque quelques minutes avant sur un penalty tiré par Kylian Mbappé. Donc la faute provoquée, c'est Mbappé qui provoque le penalty, il le tire, il ne le marque pas. C'est quand même déjà son 3e penalty qu'il n'a pas inscrit cette saison. Bon, il en a inscrit, mais déjà 3 loupés cette saison pour Kylian Mbappé. Et Mandanda, pourtant, il a stoppé donc hier son 7e penalty de sa carrière. Pourtant, il en a quand même encaissé 81 de penalty. Donc voilà, c'est plutôt rare qu'il sorte des penalties. Donc voilà l'exploit hier de Steve Mandanda. Mais c'est vrai qu'il a fait un gros match, c'était capitaine bien sûr, du côté du Stade Rennais. Donc l'ancien Marseillais a été auteur de 5 arrêts, en plus d'un pénalty repoussé contre Kylian Mbappé, et a été le dernier des fautifs lors du but concédé des siens. Un patron dans ses cages qui n'a malheureusement pu empêcher la défaite des Rennais, mais qui reste malgré tout notre homme du match de la rencontre. C'est vrai qu'il a fait un gros match malgré la défaite, malgré le but pris, où il peut absolument rien. Ça a été certainement le meilleur Rennais hier sur la pelouse. Regardez la belle note qu'il a eu aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 8 sur 10. 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match de la part de Mandanda. Fabien Ruiz aussi, belle partie, note de 7. C'est lui auteur de la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé, où il fait une grande passe lointaine en profondeur, en plus dans sa partie de terrain. Donc voilà, gros match bien sûr des deux. La dernière défaite du Paris Saint-Germain, parce que hier c'est encore un match où le PSG a gagné et surtout n'a pas perdu. Donc, la dernière défaite du PSG remonte au 7 novembre 2023. On est quand même le 4 avril. Ça fait plus de 5 mois que le PSG n'a pas perdu. Donc c'est fou. Donc c'était contre l'AC Milan. Souvenez-vous, c'était à San Siro. Le PSG pourtant menait 1-0. Skriniar, je me souviens, avait été buteur de la tête en tout début de match. Bon, après l'AC Milan était
avait été meilleur, hein. Ils étaient revenus au score et avaient gagné le match, mais depuis le PSG n'a pas perdu la moindre rencontre, hein, toute compétition confondue. Donc le boulot de Luis Enrique, c'est vrai que c'est plus de 5 mois, toute compétition confondue, sans la moindre défaite, 26 matchs d'affilée sans perdre, 19 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite, plus de 66 buts marqués, soit une moyenne de 2,5 buts inscrits par match. Donc voilà, le PSG là, au top, hein. C'est vrai que si on compare avec les années précédentes, le PSG, il n'y avait pas des séries comme ça. Le PSG, souvent les années précédentes, par exemple la saison précédente, il y avait des matchs où c'était hors sujet. Par exemple, la Coupe de France, le PSG ne l'avait pas gagné. Ils avaient été éliminés très tôt en huitième de finale contre l'équipe de Marseille. Tout ça, et c'est que cette saison, ça se passe beaucoup mieux sous Luis Enrique, parce que Luis Enrique veut des joueurs vraiment qui donnent tout chaque rencontre. Et là, tu le sens que des fois, avec Christophe Galtier, la saison dernière, il y avait des matchs où le PSG était vraiment catastrophique. Pas mal de fois dans la saison. Que là, c'est très rare de voir un PSG catastrophique cette saison. Donc peut-être contre Newcastle, je me souviens du match aller en Ligue des Champions. Sinon, voilà, le PSG a chaque fois fait, on va dire, des bonnes parties. En plus, là, il rentre dans le sprint final de la saison. Donc là, c'est plutôt de bon augure pour le Paris Saint-Germain. Tiens, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a dit à la fin du match, hein? Donc c'était une première mi-temps difficilement dominant complètement le match, hein. Nous ne sommes pas créé beaucoup d'occasions. Je pense que cette première mi-temps nous a permis de rendre la tâche plus difficile à Rennes en seconde période, hein. Et les coupes dans tous les pays sont importantes. Et ici, c'était l'un de nos objectifs depuis le début de la saison. Essayer d'aller en finale et remporter bien sûr cette Coupe de France, hein. L'équipe a été très bonne tout au long de la compétition et c'est une finale qui réjouit tous nos supporters, le club et les joueurs. Donc n'oubliez pas que le PSG n'a plus remporté la Coupe de France depuis 2021. Les 2 dernières années, ça a été des échecs. La saison dernière, c'était Marseille qui avait éliminé le PSG. Et l'année précédente, ça avait été l'équipe de Nice, hein, qui était venue s'imposer au tir au but au Parc des Princes contre le PSG. Donc là, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain l'ambition de tout rafler, plus bien sûr la Ligue des Champions. Et Luis Enrique à la fin du match, hein, Luis Fernandez, hein, donc c'est quelqu'un qui commande des matchs, qui est commentateur sur Ben Sport, hein. Tu vas jouer contre ton ancienne équipe, hein, donc la semaine prochaine, hein. Tu as une maison ici à Paris et une à Barcelone. Il a dit Luis Enrique, non, ma maison maintenant c'est Paris, hein, parce que mais pas qu'il vivait, bien sûr, il a joué, il a entraîné du côté du Barça, donc voilà, il a dit non, maintenant sa maison bien sûr, hein, c'est du côté de Paris. On va parler d'Ousmane Dembélé, gros match, hein, d'Ousmane Dembélé. Donc sur le plan technique, hein, Dembélé est un régal à voir jouer, hein. C'est vrai que les gars avec ses dribbles, tout ça, c'est quand même exceptionnel, hein. Mais le problème c'est la finition, c'est un gros problème la finition d'Ousmane Dembélé. Il peut te dribbler 3-4 joueurs, il arrive devant le but et tire au-dessus, à côté, peu importe, mais tire pas, enfin, il n'arrive pas à marquer ça. C'est quelque chose où il doit absolument s'améliorer, parce que s'il serait beaucoup plus finisseur, les gars, ce serait le meilleur joueur du monde, hein, tout simplement, Ousmane Dembélé. Voici toutes les notes les gars aujourd'hui dans le journal l'équipe, hein, donc côté PSG et côté Rennais. Donc Mbappé, donc j'ai dit une note de 6, bon match, hein, Dembélé une note de 6, Kangini qui a commencé ailier droit une note de 4, un match insuffisant de sa part. Fabien Ruiz les gars, belle note de 7, ou par exemple je sais pas, tiens Donnarumma une note de 6, hein. Et côté Rennais les gars, Mandanda la plus haute note avec une note de 8. Et on va parler de Désiré Doué, on peut voir qu'il y a pas mal de 4 en attaque, hein, Santa Maria, Bourigeaud, Guiri, Blas 3 et Désiré Doué 6, hein. Pourtant il a joué numéro 6, bon il a obtenu la note de 6, mais il a joué numéro 6, c'est pas trop son rôle, hein. Désiré Doué qui joue dans un rôle inhabituel au poste de numéro 6 ce soir, a récupéré plus de ballons, 12 ballons récupérés que n'importe quel autre joueur sur la pelouse du Parc des Princes en première mi-temps. Voilà, c'est un sacré crack les gars, ce jeune joueur. Il y avait son frère aussi, hein, qui jouait, Gula Doué, on peut voir le défenseur droit, mais lui, voilà, Désiré Doué c'est peut-être le plus performant avec le plus de qualité bien sûr. Et concernant ce joueur déjà qui a récupéré beaucoup de ballons alors qu'il a joué un poste qu'il ne joue jamais, un numéro 6, et ce joueur les gars, il y a des chances, hein, qu'il quitte l'équipe de Rennes en fin de saison. Donc Désiré Doué pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Donc une dizaine de clubs, hein, dont le Bayer Leverkusen en grosse équipe, hein, suivent la pépite rennaise qui ne partira pas pour moins de 40 millions d'euros, parce que Rennes c'est que voilà, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, il est jeune, il a une grosse valeur marchande, donc voilà, s'il venait à quitter le club, donc voilà, Rennes en attendrait au moins 40 millions d'euros pour lâcher Désiré Doué qui est ciblé, hein, par exemple par le Paris Saint-Germain. On va parler de ce joueur les gars, Warmed Oumari. Regardez, il a fait un match très compliqué, une 2-3 dans la défense, hein, du Stade Rennais. Donc ce joueur les gars, sale soirée pour lui. Donc déjà la 37e minute de jeu, il concède le penalty pour le PSG manqué par Kylian Mbappé. Bon, avertissement, bon, sans frais vu que Mandanda a sauvé le penalty. Mais la 40e minute de jeu, 3 minutes après, il dévie la frappe de Kylian Mbappé menant au but parisien. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une première mi-temps très compliquée pour les défenseurs du Stade Rennais. Et du coup, fin de parcours, hein, pour le Stade Rennais en Coupe de France. Les Bretons devront terminer dans le top 6 en Ligue 1 pour accrocher l'Europe, hein, cette saison si Lyon gagne la Coupe de France, ou dans le top 7 si le PSG gagne la Coupe de France. Donc voilà, concernant bien sûr comment Rennes pourrait se qualifier pour une Coupe européenne. Donc voilà, soit 6e
6e, soit 7e. Après, tout dépend qui gagnera, bien sûr, la Coupe de France. On va parler du parc, bien sûr. Il y avait des banderoles, regardez, victoire en infériorité. Donc là, ça revient par rapport au classique, remporté 2-0 à Marseille. Donc, mentalité de guerrier, vous faites notre fierté. Banderole au Parc des Princes après le classique remporté. Donc, voilà, il y avait beaucoup de joie du côté des supporters parisiens. Mais pas que là, il y a 3 matchs d'affilée. Donc, il y a eu le match hier à domicile pour le PSG. Samedi, il y a le match contre Clermont, un match où je pense qu'il va beaucoup faire tourner, bien sûr, les Mbappé et tout ça. Les joueurs importants seront certainement sur le banc, peut-être ne joueront même pas le match pour être frais pour le match mercredi prochain, de nouveau à domicile, contre l'équipe du FC Barcelone. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé lors de l'annonce des équipes, donc ça n'a échappé à personne. Pourquoi? Parce qu'Mbappé a été sifflé par une partie, pas par tout le monde, par une partie du stade, lors de l'annonce des joueurs, par rapport peut-être à son départ tout simplement du PSG en fin de saison, et peut-être par rapport à... Voilà, les dernières performances qu'il a pu faire et son mécontentement, par exemple, il y a quelques jours, là, lors de sa sortie, lors du classique contre l'Olympique de Marseille. Regardez, hier, il y avait qui sur la pelouse du Parc des Princes, et ça fait plaisir. Donc, une qualification en présence de Sergio Rico, le gardien du Paris Saint-Germain, qui a été victime d'un grave accident de cheval, c'était en fin de saison dernière. On sait qu'il a été longtemps dans le coma, et regardez, maintenant, il est rétabli à 100%, peut-être proche du retour à l'entraînement. Bon, la compétition n'est pas encore là, mais voilà, ça fait plaisir, bien sûr, de voir Sergio Rico de retour du côté du Parc des Princes. Du coup, cette Coupe de France, le tableau de l'édition 2023-2024, voilà, on connaît la finale. Lyon contre le Paris Saint-Germain, un petit rappel, le match ne se déroulera pas au Stade de France, ça se déroulera du côté du Stade de Lille, parce qu'au Stade de France, voilà, il y a les JO qui commencent à être préparés, donc tu ne peux pas organiser bien sûr la finale là-bas. Donc ça sera le 25 mai prochain, donc dans à peu près un mois et 21 jours exactement, voilà, ça sera la finale de la Coupe de France entre Lyon, qui peut sauver sa saison, bien sûr, peut-être qu'il peut même réaliser une très bonne saison. Alors, déjà maintenant, surtout quand on voit le début de saison catastrophique 2, et peut-être remporter un trophée, et le PSG qui peut gagner peut-être son deuxième trophée, après le trophée des champions, peut-être la Coupe de France, il y a la Ligue 1 aussi qui va être acquise, la Ligue 1 c'est quasiment sûr, et pourquoi pas le quadruplé les gars, ce serait exceptionnel si tu rajoutes la Champions League en plus, donc voilà, concernant cette rencontre, un match un petit peu particulier pour lui les gars, Bradley Barcola, pourquoi? Parce que c'est un ancien joueur de Lyon, et maintenant il joue au PSG, et voilà, donc il va retrouver, on va dire, son ancien club. On revient rapidement sur le match entre Lyon et Valenciennes où Lyon s'est imposé, c'est 3-0, c'était avant-hier. Et on va parler de l'adjoint de Ahmed Kantari, donc l'adjoint du coach de Valenciennes, il s'appelle Orlando Silvestri, donc a été victime de coups de la part de Stadier au moment de l'envahissement de terrain avant-hier soir à Lyon, alors qu'il tentait d'aller chercher un de ses joueurs dans la foule. Il a été pris à partie par un Stadier qui le plaque à terre, puis le roue de coups. John Textor et son directeur général Laurent Prudhomme sont allés s'excuser au nom du club auprès d'Orlando Silvestri. Ce dernier a déposé plainte au commissariat de Valenciennes. Lyon a demandé à la société extérieure qui gère les stadiers de ne plus avoir le stadier en question affecté au Groupama Stadium, parce que vous savez qu'il y a un envahissement de terrain. Donc il y a un stadier, en gros il pensait que c'était quelqu'un, un envahisseur de terrain, donc il l'a plaqué au sol, il lui a mis des coups alors que c'était l'adjoint du coach de Valenciennes qui allait chercher un de ses joueurs qui était dans la foule pour le ramener au vestiaire. Donc voilà ce qui s'est passé à la fin de la rencontre entre Lyon et Valenciennes. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait aussi une demi-finale, deuxième demi-finale. C'est entre le Bayer Leverkusen, c'était hier, contre Düsseldorf, une équipe de deuxième division allemande, bon sans souci, Leverkusen les gars ça performe énormément en championnat, donc en Coupe d'Allemagne ça a été une formalité pour eux, 4-0 pour Leverkusen, donc Frimpong a été buteur, Abi a été buteur et Florian Wirtz a inscrit un doublé, donc voilà. Que dire bien sûr pour cette équipe, c'est un rouleau compresseur, ils sont tout simplement trop forts en Allemagne, 71% de possession de balle, 15 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués, donc voilà, bon, on va pas s'éterniser sur leur victoire parce qu'ils sont tellement forts, donc Leverkusen, Kaiserslautern, c'est ça l'affiche de la finale de la coupe allemande. Donc Leverkusen a premier de la Bundesliga, Kaiserslautern c'est une équipe de deuxième division et ils sont 16e sur 18, donc l'équipe barragiste peut-être pour se sauver, pour éviter de descendre en troisième division, donc voilà, c'est complètement déséquilibré. Après sur un match tout peut arriver, mais bon, quand on voit la saison de Leverkusen, on se dit que bien sûr ce titre devrait être acquis pour eux, en plus du championnat qu'ils vont certainement remporter. Et on va parler d'un joueur qui a été exceptionnel, on avait pu le voir lors du match contre l'équipe de France, il a inscrit un but au bout de 6 secondes de jeu, c'est Florian Wirtz. Et c'est la saison, toute compétition confondue, il a inscrit un doublé hier lors du match. Donc c'est 38 matchs, c'est 13 buts, 18 passes décisives et 0 défaite. Il est en train de faire une saison exceptionnelle. Oui, ce joueur, les gars, sera très bien classé au Ballon d'Or. S'il gagne les trophées avec les Leverkusen, si l'Allemagne fait un bon Euro, il sera bien sûr certainement dans le top 10, voire top 5. Tout dépend bien sûr de
comment ça va se passer, bien sûr. L'euro qui va coûter beaucoup, bien évidemment, pour l'attribution du futur Ballon d'Or. On va parler aussi de ce joueur, les gars, qui sera certainement lui aussi très bien classé dans le Ballon d'Or, peut-être dans le top 30, hein, certainement. C'est Frimpong, les gars, encore buteur hier. N'oubliez pas qu'il joue défenseur droit. Encore buteur, 34 matchs, 12 buts et 10 passes D pour lui. Les stats sont exceptionnels pour Frimpong. Et du coup, Leverkusen avec ce nouveau match sans perdre, hein, donc 40e match d'affilée consécutif sans défaite pour Leverkusen. Donc voilà, depuis tout en haut, là, au bout de mon doigt, où c'est levé, c'était la première victoire, enfin premier match de cette saison, victoire directe. Et bah il y a eu un nul, enfin il y a eu quelques nuls, mais il n'y a eu que des V, il n'y a pas de D, il n'y a pas de défaite, hein, depuis août dernier. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que Leverkusen se dirige déjà vers peut-être un doublé, donc déjà un titre quasiment sûr, c'est le championnat, avec 13 points d'avance à 7 journées de la fin sur le Bayern Munich. On ne voit pas comment ils perdraient. Il faudrait qu'ils perdent au moins 5 matchs sur les 7 derniers matchs. C'est pas possible. Ils n'ont pas perdu un match. Ils ne vont pas perdre 5 rencontres là sur les 7 derniers matchs. C'est quasiment impossible. Donc le championnat est quasiment acquis. La coupe allemande, ils jouent contre une deuxième division. Ça devrait le faire. Et après, il y a l'Europa League qui peuvent aller chercher, bien sûr. Donc ils sont à 9 victoires du triplé. Donc le Bayer Leverkusen ne compte que 2 titres majeurs dans son histoire et pourrait en rajouter 3 cette saison pour montrer peut-être que ce sera la meilleure saison de l'histoire de Leverkusen. Donc à une victoire de remporter la Coupe d'Allemagne, vu qu'ils sont en finale. À 3 victoires de remporter la Bundesliga sur les 7 derniers matchs. Ils gagnent 3 matchs. Voilà, peu importe, même si le Bayern Munich gagne tous ses matchs, ils ont plus que 3 matchs à gagner, ils seront sûrs d'avoir gagné le championnat. Donc voilà, ça sent bon. Et à 5 victoires de remporter l'Europa League, les 2 quarts, les 2 demi-finales et la finale. Donc voilà, toujours invaincu cette saison après 40 matchs de suite, toutes compétitions confondues, sans défaite. On quitte l'Allemagne, on va aussi en Italie, il y avait aussi une demi-finale, donc c'était entre la Fiorentina et l'Atalanta Bergame, et pour cette demi-finale aller, la Fiorentina s'est imposée 1-0, donc le match retour sera au fin du mois d'avril, donc cette fois-ci ça sera du côté de Bergame. N'oubliez pas que avant-hier c'est la Juve qui s'est imposée 2-0 contre la Lazio, donc pour l'instant la Juve et la Fiorentina voilà, sera enfin une belle option on peut dire pour se qualifier pour la finale. Mais comme j'ai dit, il y a match aller et match retour lors des demi-finales du côté de la coupe italienne. Il y avait aussi une demi-finale aller du côté du Portugal, donc le Sporting, on sait qu'ils sont déjà en finale, j'avais parlé hier, ils ont éliminé l'équipe du Benfica. Et l'autre demi-finale, c'était entre Guimarães et Porto. Donc là, c'est seulement le match aller. Et pour ce match aller, Porto s'est imposé 1-0 à Guimarães. Donc le match retour sera là dans quelques semaines. Cette fois-ci, ça sera Porto. Donc Porto, les gars, très bien parti pour se qualifier pour la finale. Donc ça pourrait faire un Porto Sporting peut-être en finale de la Coupe du Portugal. Donc félicitations à Porto. On va parler aussi, donc là on parlait que de coupes, donc la Coupe d'Italie, la Coupe de France, la Coupe d'Allemagne, la Coupe du Portugal. Mais là on va parler de championnat. Première Ligue, Manchester City contre Aston Villa, c'était hier et City s'est imposé 4-1, c'est un gros match. City est 3e, enfin avant le match, City est 3e, Aston Villa 4e, donc voilà, c'est un gros match de Première Ligue et City s'est imposé 4-1 contre Aston Villa. Donc Rodri a été buteur, égalisation de Duran du côté de Aston Villa, puis après ça a été le festival Phil Foden. Pourquoi? Parce qu'il a inscrit un triplé, un but juste avant la mi-temps, puis après 2 buts en intervalle de 7 minutes, puis voilà, triplé de Phil Foden bien sûr qui a été élu meilleur joueur du match. Donc Manchester City, 25 tirs, 11 tirs cadrés, 4 buts marqués, donc parfait, il prépare très bien le déplacement à Madrid, mardi prochain en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils joueront encore un match contre Crystal Palace, c'est samedi à midi, donc après-demain, puis après, ce sera pour eux le match de Champions League semaine prochaine. Et les Citizens restent dans le rythme, bien sûr, le rythme de Liverpool et de Arsenal aussi, qui font que de gagner ces derniers temps. Bref, donc on va parler de Phil Foden parce qu'il a inscrit un triplé, magnifique joueur, magnifique joueur tout simplement Phil Foden. Donc je vais vous montrer les minutes où il a pu inscrire ses buts. On peut voir sur la petite carte là. Les étoiles bleues, en gros, c'est où il a marqué. Donc il y a 2 étoiles juste à côté. Donc déjà une frappe très lointaine. Magnifique but, pleine lucarne. Celui où c'est juste à côté l'étoile, en gros, c'est un coup franc direct. Voilà, où ça passe tout dans le mur. Il tire en plein dans le mur. Le mur, les gars, il s'écarte totalement. Voilà, ça fait but. Et sinon, un but aussi dans la surface de réparation. Donc incroyable. 3 tirs cadrés, 3 buts inscrits par Phil Foden, dont 2 frappes quand même en dehors de la surface de réparation. Et Phil Foden, cette saison, c'est le seul joueur à avoir inscrit 2 triplés cette saison en Première Ligue. Donc voilà, c'est le seul joueur. Même Haaland n'a pas inscrit 2 triplés cette saison en Première Ligue. Donc il en avait inscrit un hier contre Aston Villa et l'autre c'était le 5 février dernier. Donc il y a moins d'un mois, les gars, il y a moins d'un mois. Demain ça fera un mois jour pour jour. C'était contre Brentford. Il avait inscrit également un triplé, Phil Foden. Et sinon c'est son 3e triplé dans sa carrière en Première Ligue, dont 2 cette saison. Et sinon on a un la saison dernière, c'était contre le rival, le voisin de Manchester United. C'était en octobre 2022 où il avait inscrit un triplé,
Phil Foden. Et Phil Foden, déjà avec 3 triplés inscrits en carrière en Première Ligue. Donc il a inscrit autant de triplés en Première Ligue que Frank Lampard, Cristiano Ronaldo ou même Didier Drogba. Voilà, ces 3 joueurs ont inscrit 3 triplés en Première Ligue et lui, il est déjà à 3 triplés. Mais lui, il a 23 ans. Donc on se dit, s'il reste encore peut-être 10 ans en Première Ligue, s'il fait toute sa carrière en Première Ligue. En Angleterre, donc on pense peut-être qu'il inscrira encore un triplé. Donc il sera devant les autres et il pourrait me rattraper les joueurs qui ont inscrit encore plus de triplés que lui. Et Phil Foden, les gars, c'est ça qui fait mieux que Jude Bellingham, parce qu'on parle beaucoup de Jude Bellingham exceptionnel du côté du Real en tant que joueur anglais. C'est vrai que Bellingham, les gars, c'est 20 buts et 10 passes D, 30 buts et passes D cumulées. Mais lui, il est à 31 comme Phil Foden, 21 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues. Donc, on parle beaucoup de Bellingham, mais Phil Foden a actuellement des meilleures statistiques. Donc, les deux s'affrontent dans quelques jours, les gars, en Champions League. Voilà ce qu'on va dire sur ce City contre Aston Villa. N'oubliez pas qu'Aston Villa, futur adversaire de Lille, là, dans quelques jours en Europa Conference League. On va parler aussi de Arsenal contre Luton Town. Et Arsenal s'est imposé, donc c'était un peu avant le match de City, c'était à 21h15 et sûr il avait lieu à 20h à peu près le match et Arsenal a fait le taf contre Luton Town, donc 2-0 Odegaard et un but contre son camp, donc parfait pour les Gunners. 13 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour Arsenal. Donc Arsenal met la pression sur City, qui s'est imposé sur Liverpool qui joue eux ce soir. Et c'est vrai qu'Arsenal en 2024, depuis janvier, ils sont imbattables. En Première Ligue, je vous parle, donc c'est 9 victoires, c'est un match nul. C'était un match nul contre City. Dimanche dernier où il y a eu 0-0, sinon que des victoires. Il y a eu, regardez, il y a eu un 0-6, il y a eu un 0-5, un autre 0-6, il y a eu un 5-0 contre Crystal Palace. Donc voilà, ça performe énormément. 35 buts marqués, seulement 4 buts concédés et 6 clean sheets pour l'équipe d'Arsenal, en grande forme sur cette année 2024. Donc voilà, ils peuvent bien sûr remporter le championnat. Donc ça se joue entre eux, City et bien sûr Liverpool. Et on va parler de Kai Havertz parce que Kai Havertz, il n'a pas marqué mais il a délivré une passe D lors de ce match. Et ses stats cette saison avec Arsenal, c'est 8 buts et 4 passes décisives en Première Ligue, je vous parle. Donc cumulé, ça fait 12 buts. Voilà, 8 et 4, ça fait 12 bien sûr. Donc il fait déjà mieux que sur ses 3 dernières saisons à Chelsea. Donc là, Chelsea en 2020, c'était 4 buts et 4 passes D, donc 8 buts et passes D. Donc là, il est à 11, là, il est à 8 et là, il est déjà à 12. Donc la première année qu'il arrive à Arsenal, il fait déjà mieux sur les 3 dernières saisons du côté de Chelsea. Il y avait un autre match également en Première Ligue, Brentford contre Brighton hier. Rien à dire, 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir que plutôt Brighton a plutôt dominé et Brentford s'en sort très bien avec ce match nul. Le classement, ça donne quoi? Donc Arsenal avec cette victoire repasse en tête. C'est vraiment le suspense à fond, les gars, du côté de la Première Ligue et ça fait plaisir. Donc Arsenal 68 points, Liverpool 67, City 67, mais Liverpool a match en retard, ils jouent ce soir, donc de toute façon il n'y a pas le choix. Liverpool, ils savent qu'ils ont la pression, ils étaient leaders avant les 2 matchs hier entre Arsenal et City. Ils s'imposent, ils repassent devant un Liverpool qui jouera aujourd'hui contre, regardez, Liverpool Sheffield United. N'oubliez pas que ce soir à 21h15 il y a aussi un Chelsea Manchester United, entre 2 équipes en difficulté, mais vraiment nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est le titre. Qui remportera ce championnat. Il reste encore 8 journées par exemple pour Arsenal et City et 9 journées pour Liverpool en comptant le match de ce soir. Et à noter la prochaine journée, donc Liverpool joue contre Sheffield et Liverpool prochain match, regardez, donc là on est le 4, donc le 7 c'est dimanche là, il se déplace à Manchester United. C'est pour ça que ce soir ils doivent absolument s'imposer là contre Sheffield parce que là il y a un déplacement compliqué à Old Trafford dimanche. Concernant les autres équipes, donc City se déplacera à Crystal Palace samedi 13h30 avant d'affronter le Real un mardi prochain. Et concernant l'équipe de Arsenal, se déplacera à un déplacement compliqué à Brighton à 18h30 voilà, pour parler des 3 premiers concernant les prochains matchs qui vont jouer le week-end qui arrive. On continue, on va parler aussi de l'Inter Miami, l'équipe de Léo Messi, même si Messi depuis un mois, il n'est plus là parce qu'il est blessé tout simplement. On sait qu'il y a un Inter Miami avec Messi et sans Messi, il l'a déjà dit il y a quelques jours et ça se confirme encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'année dernière 2-1. C'était chez eux en plus contre Monterrey, donc c'était la Ligue des Champions CONCACAF, la Ligue des Champions nord-américaine. Donc voilà, ils menaient 1-0, tout se passait bien. Viles a été buteur côté Miami. Après ils ont pris un rouge, Ruiz, et après 4 minutes après ils ont pris un but et ils ont pris un autre but et voilà, ils se sont inclinés 2-1. Donc voilà, Messi était en tribune, il ne peut pas encore jouer. Je sais pas ce qu'il a, il est blessé là depuis, ça fait au moins plus d'un mois. Léo Messi, il a été forfait même les 2 derniers matchs de l'Argentine. Et voilà, il n'y aura pas le choix, il faudra faire le taf au match retour. Mais en plus, ça sera Monterrey au Mexique, le match retour, donc ce sera compliqué. Donc voilà, l'Inter Miami déjà proche d'être éliminé de la Coupe des Champions de la CONCACAF. Où ils ont perdu ce match aller. Le programme aussi aujourd'hui, donc j'ai dit, il y a 2 matchs en Première Ligue, il y a un match de Liga ce soir, Grenade-Valence.
si vous êtes des fans du football espagnol, donc c'est à 20h. Ou par exemple, tiens, en Eredivisie, le championnat néerlandais, il y a l'Ajax qui joue ce soir, ou même le Feyenoord. Donc voilà le programme du jour. Donc dès demain, les gars, vendredi aussi des rencontres, dont un beau Marseille, Lille-Marseille prévu demain, vendredi. On va parler de Stéphanie Frappart. On avait parlé de son niveau d'arbitrage lors du match contre Lyon et Valenciennes où il a obtenu la note de 1 sur 10. Et Jean-Michel Aulas, les gars, sur Twitter, il a dit cette note de 1 attribuée à Stéphanie Frappart est indigne. Ne lui comprend pas. Que lui reprochez-vous de s'être trompé? Nous, on parle plus d'interprétation sur les actions incriminées sans certitude dans vos évaluations. La note de 1 n'est pas acceptable. La remise en question est indispensable aussi. Donc voilà ce qu'il dit, parce que lui, en gros, il dit que voilà, non, elle a fait un bon match. Bon, pour Lyon, elle a plutôt fait un bon match parce qu'elle a donné un penalty que du côté de Valenciennes, pour eux, il n'y avait pas penalty. Donc voilà, pour Aulas, il dit qu'en gros, elle a fait un bon match, qu'elle ne méritait pas 1 sur 10. Mais voilà, 1 sur 10, n'oubliez pas que c'est un match exécrable de sa part. Mais Louisa Nessib, qui a une ancienne joueuse de football féminin, donc n'est pas tendre avec Stéphanie Frappart. Elle a dit: j'ai été arbitré par elle pendant très longtemps et ce n'était pas une chance. Généralement, je trouve que l'arbitre français manque beaucoup de pédagogie, d'échange, de communication. C'est ce que je pouvais reprocher à Stéphanie Frappart à l'époque quand elle nous arbitrait. Malheureusement pour Stéphanie Frappart, elle passe très souvent à côté de ses matchs. La preuve encore avant-hier. Elle a rarement la maîtrise du match. Elle est souvent dépassée par le rythme, la vitesse de jeu. Elle est trop loin des situations. Donc voilà, même Louisa Nessib, une ancienne joueuse du football féminin qui était souvent arbitrée par Stéphanie Frappart, dit qu'en gros elle est à côté de la plaque. C'est pas parce que c'est une femme, c'est juste parce que si elle serait bonne à l'arbitrage, j'aurais pas de souci, mais elle fait plein d'erreurs et c'est un gros problème, bien sûr. Ça a été un problème pour Valenciennes lors du match avant-hier, parce que le penalty, les gars, pour Lacazette, le premier penalty, voilà, c'était quand même très limite. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler, mais bon, pas de souci pour elle. Pourquoi? Parce qu'officiel, elle sera de nouveau siffler d'un match de Ligue 1. En plus, un gros match, les gars. Monaco-Rennes, c'est quand même un match de haut de tableau. Voilà, c'est elle qui a été désignée pour arbitrer ce match ce dimanche après-midi. Pas de souci pour elle, tant mieux on peut dire. Pour Stéphanie Frappart, à noter que l'arbitre du match demain entre Marseille et Lille, ça sera Bastien de Chépi. Voilà, cet arbitre-là qui dirigera, le référé de la rencontre. Sinon on peut voir tous les autres arbitres qui sont désignés pour les matchs du week-end. Par exemple, je sais pas, tiens, le match du PSG contre Clermont sera Gaël Angoula qui sera l'arbitre de la rencontre. Tiens, on va parler de Benoît Bastien, qui avait arbitré le classique la semaine dernière. Je ne sais même pas si l'arbitre Benoît Bastien, je sais pas, je le vois pas. Non, il est pas là, peut-être par rapport à son match pas super bon qu'il a pu faire dimanche soir lors du classique. Bref, donc il a donné un rouge à Beraldo et officiel Lucas Beraldo écope d'une suspension de 2 matchs fermes. Donc les 2 prochains matchs de championnat là contre Clermont et le prochain, je ne sais plus contre qui, pour le PSG. Donc il sera pas là, Beraldo. Voilà, parce qu'il a pris 2 matchs fermes. Et officiel les décisions de la commission de discipline, parce que la commission de discipline, les gars, c'est toujours le mercredi. Donc c'était hier, donc on sait en gros. Donc Beraldo, c'est que là on a appris qu'il a pris 2 matchs fermes. Et on peut voir un match de suspension ferme pour accumulation de cartons jaunes pour tous ces joueurs. Kenny Lala, on peut voir aussi. Tiens, Lucas Hernandez qui a pris un jaune contre l'OM. Donc le prochain match là, contre Clermont, il sera suspendu également. Donc voilà, tous les joueurs qui sont suspendus pour une rencontre. On va parler aussi d'une équipe qui est suspendue, de supporters, et c'est officiel, c'est Trabzonspor a écopé de 6 matchs à huis clos suite aux incidents face au Fenerbahçe le 16 mars dernier. Souvenez-vous, le Fenerbahçe venait d'inscrire le 3e but, 3-2, score final. Il y a des supporters qui sont rentrés sur la pelouse pour se battre avec les joueurs du Fenerbahçe. Voilà, donc voilà, c'était fou ce qui s'est passé. Donc 6 matchs à huis clos, les 6 prochains matchs, il n'y aura personne dans le stade du côté de Trabzonspor. Et à noter que Osayi Samuel, donc un joueur de Fenerbahçe qui a tapé un hooligan, n'a pas écopé de sanctions, parce que c'est défendu. Pourtant il avait quand même des grosses droites, on va dire, à ce supporter de Trabzonspor, mais pas de sanctions. En gros, c'est défendu. Donc voilà ce qu'il y a eu. Et concernant l'équipe de Trabzonspor, donc ça passe pas pour eux, bien sûr. 6 matchs à huis clos, c'est un gros coup dur, les 6 prochains matchs chez eux sans supporters. Ils ont mis ce message, en gros, ce communiqué. Le club demande la démission de la fédération de football turc. Voilà ce qu'ils ont pu mettre dans leur communiqué, tout simplement, parce qu'ils comprennent pas. C'est 6 matchs à huis clos. Bon, après, c'est logique quand même qu'ils prennent autant de matchs, parce que la sécurité est totalement dépassée. C'est à eux, bien sûr, de gérer la sécurité. Ça a pu vraiment tourner au drame, les gars, cette fin de match du côté de cette rencontre. On va parler aussi de cette affaire, les gars, avec Conor Gallagher, accusé de racisme. Donc, d'après de nombreux internautes, Gallagher aurait volontairement évité de taper dans la main d'un enfant en raison de la couleur de sa peau. Face à la polémique, le club londonien, donc de Chelsea, a publié un communiqué pour défendre son milieu de terrain. Donc, c'était lors du match il y a quelques jours, c'était contre je sais plus,
Burnley. Donc là, c'était il y a quelques jours. De communiqué de Chelsea sur Conor Gallagher. Donc Chelsea a pris la connaissance d'un clip vidéo circulant sur les réseaux sociaux du match de samedi dernier, voilà, contre Burnley, qui a été considérablement sorti de son contexte. Le niveau d'abus et de commentaires diffamatoires dirigés contre Conor Gallagher est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d'être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenus. Pourquoi? En gros, c'est sur cette action, c'était avant de rentrer sur la pelouse. Et on peut voir ce jeune qui est qui veut lui taper dans la main. Et en gros, il esquive totalement. Pourtant, le jeune, j'ai vu la vidéo, les gars, reste au moins facile 5 secondes comme ça. Conor Gallagher l'a vu, il ne l'a pas tapé dans la main, c'est pour ça que ça a beaucoup fait réagir. Et voilà le communiqué officiel de Chelsea par rapport à cette affaire. Et une autre affaire aussi, mais cette fois-ci c'est en Espagne, donc victime de racisme le week-end dernier, Cheikh Sarr, donc un gardien sénégalais donc du Rayo Majadahonda, donc en 3e division espagnole, a été suspendu 2 matchs, a reçu une amende de 6 000 € pour comportement contraire à l'ordre sportif. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fédération espagnole a décidé de suspendre le gardien sénégalais suite à l'accrochage qu'il a eu durant le match avec les supporters racistes, parce que lui il entendait des propos racistes, il est parti s'embrouiller avec les supporters. Donc le gardien a accroché un de ses supporters par l'écharpe avant de vouloir directement affronter les supporters avant de se faire suspendre par l'arbitre. Donc en gros il entendait, comme j'ai dit, des propos racistes, donc il est parti s'embrouiller avec eux, logique. Et l'arbitre, les gars, lui a mis carton rouge. Donc voilà, il est suspendu 2 matchs, une amende de 6 000 €. C'est fou, les gars. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Et quel footballeur peut s'asseoir à la table de Dominique Solanke et dire je suis plus fan de manga que toi? Aucun, parce que les gars, et à chaque fois, donc l'attaquant de Bournemouth, à chaque fois il fait des célébrations dédiées au manga. Donc voilà, quelques-unes les gars. Donc concernant l'attaquant Solanke qui fait une grosse saison du côté de Bournemouth. Il y a toujours du côté de la première ligue, on va parler d'un autre attaquant, Erling Haaland, et la réponse de Pep Guardiola à Roy Keane qui qualifiait Erling Haaland de joueur de Ligue 2, donc 4e division. J'en ai parlé il y a quelques jours en gros que Roy Keane disait qu'à Londres, oui c'est un grand buteur, mais dans le jeu il apportait rien, que c'était un joueur de 4e division anglaise. Voilà, un genre très médiocre, très moyen. Et Pep Guardiola réagit à ça. Donc je ne suis pas d'accord avec lui, absolument pas. C'est comme si je disais qu'il est un manager pour la 2e ou la 3e division. Erling Haaland, c'est le meilleur attaquant du monde et il nous a aidé à remporter le titre la saison dernière. La raison pour laquelle nous ne créons pas beaucoup d'occasions n'est pas à cause d'Erling. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. Pep Guardiola, il est venu au secours tout simplement de son attaquant par rapport aux propos de Roy Keane. Toujours en Angleterre, on va parler de Kobe Mainoo et Alejandro Garnacho ont échangé leur maillot d'Angleterre à Argentine après leur retour de trêve internationale. Donc les deux joueurs de Manchester United, donc Garnacho et Kobe Mainoo, donc ils ont joué bien sûr avec l'Argentine pour l'un, l'autre avec l'Angleterre. Donc ils ont changé leur maillot à l'heure de la trêve, enfin leur retour de trêve. Donc voilà, concernant les deux pépites du côté des Red Devils. Toujours tiens avec l'Angleterre ou même les autres pays et surtout les villes, le top 10 des villes qui ont vu naître le plus de joueurs avec les valeurs marchandes combinées la plus élevée, et c'est à Londres en gros, dans la banlieue de Londres, tout simplement Londres même. Donc plus de 1,6 milliard d'euros en gros score prix cumulé des valeurs marchandes des joueurs. Par exemple Paris, la banlieue parisienne, on peut mettre Mbappé dedans, Mbappé son prix, tous les autres joueurs bien sûr qui sortent de la banlieue parisienne. Donc actuellement la valeur estimée c'est 688 millions d'euros, vous avez compris. Donc la ville de Sao Paulo aussi a sorti pas mal de cracks, la valeur c'est 622 millions d'euros. Il y a Madrid, il y a toutes ces villes là. Donc voilà, c'est à Londres en gros il y a le plus de pépites qui sont sorties et on peut dire qu'il coûte le plus cher actuellement sur le mercato. On va parler d'un joueur les gars qui est proche d'être milliardaire. C'est Neymar les gars, et Neymar aurait empoché plus de 933 millions d'euros depuis le début de sa carrière. Donc ce montant prend en compte les salaires, les sponsors et toutes les autres sources de revenus du joueur. Donc il est très proche du milliard, bon on pense qu'il va atteindre le milliard très prochainement, surtout en jouant à Al Hilal, parce que je pense qu'il touche plus qu'au PSG, Al Hilal, donc il a bien négocié son salaire, peut-être d'ici 1 ou 2 ans les gars, donc il sera milliardaire Neymar. Donc bien sûr ça rapporte beaucoup d'argent de jouer au football. On va parler d'un autre Brésilien, nouveau style pour Eder Militão, qui a rejoué il y a quelques jours, la fin de match contre l'Athletic Bilbao, qu'on pourrait peut-être voir contre Manchester City mardi prochain. Donc nouvelle coupe de cheveux pour le défenseur brésilien. On va parler de Cristiano Ronaldo, donc c'est fou Ronaldo, pourquoi? Parce que plus il vieillit, plus il marque de buts, il a encore marqué un triplé, c'était avant-hier, et c'est vrai que Ronaldo, donc on peut voir 422, donc c'est 422 buts depuis l'âge de 30 ans. Mais si on compare les gars avec tous ces autres
joueur-là. En gros, par rapport à Eto'o, 420 buts, mais Eto'o, c'est sur tout l'ensemble de sa carrière avant et après 30 ans. Donc voilà, lui, c'est 420 buts, alors que Ronaldo, c'est 422 buts, mais après 30 ans. Donc il a marqué plus de buts que tous ces joueurs-là sur l'ensemble de leur carrière. Il y a quand même Henry, Drogba, Higuaín, Rooney, Van Nistelrooy, Van Persie, Carlos Tevez ou même Francesco Totti. C'est quand même fou, ce qu'il réalise, bien sûr. Cristiano Ronaldo, donc il fait mieux que tous ces joueurs-là. Donc plus ils vieillissent, pour ça que, comme le vin, plus il est vieux le vin, plus il est bon, on peut dire plus il coûte cher. La même chose pour CR7. Et Ronaldo, les gars, cette saison du côté du championnat saoudien. Donc 39 ans et en 24 matchs de Saudi Pro League, donc 29 buts, c'est bien évidemment le meilleur buteur et 10 passes décisives, c'est le co-meilleur passeur du championnat, qui sera certainement élu peut-être, même si son équipe va pas remporter le championnat, peut-être le meilleur joueur de ce championnat d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, les gars, il a encore marqué un triplé, déjà son deuxième triplé en l'espace de 3 jours, là, sur les derniers jours. Et c'est vrai que depuis 15 ans, les gars, ça fait 15 saisons consécutives qu'il inscrit au moins à chaque fois un triplé. En 2010, il a inscrit 4 triplés, en 2011 9 triplés, en 2012 ça avait été 4 triplés sur l'ensemble de l'année de janvier à décembre, vous avez compris. En 2013 il y a eu 8, en 2014 il y a eu 4, en 2015 il y a eu 8 triplés, en 2017 il y a eu 7, en 2016 il y a eu 7, 2017 il y a eu 3, en 2018 il y avait eu 3 triplés dont son triplé en Coupe du Monde contre l'Espagne en phase de poule. En 2019 il y a eu 4 triplés, en 2020 un triplé avec la Juventus, en 2021 après 2020 il y avait eu le Covid tout ça, donc c'est pour ça que ça avait été, il y a eu beaucoup de matchs en moins, donc il a quand même marqué son triplé, Ronaldo. 2 triplés en 2021, 2 en 2022, 3 en 2023 saison dernière et là déjà 2 en 2024. Voilà, sur les 5 derniers jours, il a inscrit 2 triplés. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, 15 années de suite. Il a inscrit à chaque fois au moins un triplé, même des fois il a atteint la barre comme de 8 triplés sur une année civile. Et toujours avec lui les gars, donc Ronaldo, il a marqué son 62e et 63e coup franc direct avant-hier, lors d'un match où ils ont gagné 8-0, l'équipe de Nasser. Et bon, il est toujours derrière Léo Messi. Léo Messi lui en a inscrit de 65 de coups francs directs. On peut voir que Ronaldo revient quand même sur Léo Messi. Donc voilà, bien sûr, toujours le duel à distance entre les deux GOAT du football. Mesut Özil, qui est un grand copain de Cristiano Ronaldo. Donc lui, je dis, depuis un an, depuis mars 2023, il a arrêté sa carrière. Et depuis, il s'est mis à la mode musculation. Il nous sort plein de vidéos, plein de vidéos sur ses réseaux sociaux. On peut voir qu'il a pris, regardez, les épaules, les bras. Mesut Özil, donc voilà. Vraiment impressionnant quand même le développement physique de Mesut Özil, et peut-être un joueur aussi veut faire comme lui, en plus qui s'inspire de Mesut Özil, c'est Arda Güler, lui aussi les gars en mode musculation, transformation physique d'Arda Güler. Bon, il a un petit peu pris, la photo de droite c'est quand il est arrivé, la gauche avec le poids en fonte, on peut dire, c'est une photo qui date d'hier, mais bon, on peut voir qu'il commence à prendre des bras du côté du Real Madrid. Et toujours du côté du Real, on va parler aussi d'un certain Jude Bellingham, et c'est vrai que sa valeur marchande en 4 ans, c'est fou les gars, en octobre 2019, il coûtait 2,5 millions d'euros. Bon, il jouait, personne ne le connaît, il jouait à Birmingham, personne ne le connaissait. Ensuite, il arrive à Dortmund, en mai 2021, 55 millions d'euros. En novembre 2022, 100 millions d'euros. Là, en décembre 2023, il y a 3-4 mois, 180. Il a encore pris de la valeur, je ne sais pas, certainement. 4 mois après, donc incroyable, bien sûr. La valeur marchande de Jude Bellingham. Un supporter du LOSC a mis en vente 400 euros un maillot porté par Ismaili lors du derby. C'était vendredi dernier, il y a 8 jours plutôt. Le derby entre Lille et Lens, où Lille s'est imposé 2-1, je crois. Bref, donc il a récupéré le maillot d'Ismaili, il l'a mis sur Vinted, je crois, donc 400 euros. Voilà, donc pourtant il y a des fois quand les joueurs donnent leur maillot, c'est pour faire plaisir, bien sûr, c'est pas pour que la personne qui reçoit le maillot fasse du bénéf entre guillemets dessus. Donc lui direct, il a pris le maillot, il l'a mis directement sur Vinted à 400 euros. Toujours avec Lille, vu que l'on parle de Lille, donc le quart de finale retour entre le LOSC et Aston Villa pour être diffusé en clair. BFM Grand Lille devrait le diffuser. Bon, il faut être habitant du côté de Lille pour recevoir, bien sûr, pour capter la chaîne BFM Grand Lille. Si par exemple vous habitez, je sais pas, à Paris ou à Marseille, vous voulez suivre cette rencontre en clair, ce ne sera pas possible. Il faudra s'abonner à RMC Sport. Chancel Mbamba, les gars, devrait être préservé, toujours avec Lille, parce que demain il y a Lille-Marseille, et lui les gars devrait être préservé. N'oubliez pas, il était sorti sur blessure lors du classique contre le PSG, et en gros il serait forfait, voilà. Enfin, il ne devrait pas jouer à cette rencontre. N'oubliez pas que Marseille joue la semaine prochaine, jeudi prochain les gars, contre l'équipe du Benfica pour le quart de finale aller d'Europa League. Et on finit les gars aujourd'hui avec Azzedine Ounahi, donc toujours du côté de Marseille, repense souvent à son occasion de signer en Arabie Saoudite qu'il n'a pas saisi cet hiver, parce que l'hiver dernier, j'en parlais, je pense tous les jours
joueur de foot. Donc il y avait des clubs saoudiens qui le voulaient, donc lui il a préféré quand même rester du côté de Marseille. Et depuis les gars il joue plus du tout, hein. C'est vrai qu'il est souvent sur le banc, même tout le temps sur le banc. Je crois que même il a commencé sur le banc lors du dernier classique là. Donc cet été l'OM ne le retiendra pas en cas d'offre alléchante, donc voilà il devrait quitter l'équipe de Marseille là, en fin de saison, le joueur marocain. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire avec d'autres infos en plus à vous donner, et sinon sur cette chaîne ça sera demain bien sûr, hein. On se retrouve, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.